Bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés et j'ai le plaisir de recevoir, au moins la troisième fois d'ailleurs, Marcus Kerber, qui est notre correspondant à Berlin et qui est professeur de droit et qui parle le français comme vous et moi. Et on va essayer de discuter tous les deux, comme on l'avait fait il y a à peu près 2 ans, où on avait beaucoup parlé du coup d'État qui se passait en Europe, de Bruxelles qui prenait des prérogatives, de la Banque centrale qui prenait des prérogatives qui ne leur étaient attribuées par aucun traité. Et donc je vais donc donner la parole à mon ami Marcus pour lui demander, alors où en est-on de notre coup d'État ? Écoutez, dans un premier temps, je tiens à vous remercier d'être qualifié comme un correspondant à Berlin. Je ne le suis pas par le statut formel, je le suis sur un plan intellectuel, parce que nos idées sont assez correspondantes. Vous avez employé des mots très graves en décrivant ce qui se passe à Bruxelles, en parlant du coup d'État. Mais vous êtes d'accord avec moi, non ? Je suis tout à fait d'accord et je vais essayer d'expliciter, car ce reproche de coup d'État rappelle un livre qui a été écrit par un ancien président de la République, le coup d'État permanent dans les années 60, pour critiquer, je dirais, la quasi-dictature du général de Gaulle, selon ses dires. Alors, dont il s'est servi après de la Constitution pour être lui-même un dictateur. Oui, vous le dites, il a toujours dit, les institutions de la Ve République n'ont été pas faites à mon intention, mais elles sont très bien faites pour moi. Voilà. Alors, pour revenir sur le paysage à Bruxelles, ça devient de plus en plus surréaliste. Surréaliste. Pourquoi ? Parce que, normalement, il y a dans l'Union européenne le principe d'attribution. C'est-à-dire, l'article 5 du traité de l'Union européenne détermine très clairement que la Commission, le Parlement, le Conseil des ministres et tous les autres organes n'ont que des compétences telles qu'elles sont définies d'une façon très délimitée dans les traités. Alors que ce que nous voyons, je dirais d'une façon récidiviste, c'est une inflation de violation de ces compétences, ces limites par des commissaires sans gêne. Ce qui frappe aux yeux, c'est dans un premier temps que le haut représentant de la Commission de l'Union européenne pour la politique, la soi-disant politique étrangère, M. Borrell, a transformé la facilité de la paix, petite somme de 5 milliards, qui a été autorisée à l'époque en dehors du budget de l'Union européenne pour accompagner des missions de paix de la Commission de l'Union européenne, et les a transformées, je dirais, pour acheter des armes pour l'Ukraine. Donc je ne conteste pas l'utilité de soutenir l'Ukraine dans cette position presque au début désespérée, mais toujours très délicate. Mais comment peut un commissaire chargé de la politique étrangère et de la politique de sécurité s'emparer de ce pouvoir pour rebaptiser ces fonds ? On ne sait pas quelles armes ont été achetées, à quel prix, auprès de quel industriel. Et qui a touché quoi ? Vous l'avez dit, c'est tout à fait intransparent. Le système devient de plus en plus opaque. Autre exemple qui devrait intéresser ceux qui nous écoutent. Alors, il y a un rapport de la Cour des comptes, du soi-disant Cour des comptes de l'Union européenne, qui a chiffré de 71 milliards le montant d'euros pour lequel Mme von der Leyen a signé des contrats d'achat de vaccins pour le compte des pays membres. Mais à quel titre est-ce que la Commission se mêle à la politique de santé ? Les SMS entre le président de Pfizer et Mme von der Leyen, présidente de la Commission, ont été, on connaît la méthode, de l'Allemagne effacés. Le ombudsman ou le ombudswoman... Mais attendez une seconde. Là, je vous arrête. Vous avez vu que le New York Times vient de porter plainte contre la Commission européenne. J'ai vaguement entendu cela. Simplement, je vous dis, si on reste au fait, même le rapport de la Cour des comptes dit que dans l'achat de ces vaccins, beaucoup d'améliorations auraient pu encore être faites. La Cour des comptes de l'Union européenne n'est pas une Cour des comptes. Hein, il fait partie du conglomérat. Alors, achat d'armes, achat de vaccins. Toujours dans la transparence la plus totale. Le Parlement européen, qui n'en est pas un Parlement,
c'est un marasme, comme le montre le scandale de corruption, qui n'est que le sommet de l'iceberg. Hein, donc c'est une grande antichambre de la Commission européenne qui est là pour co-légiférer et pour soutenir ce système. Et pour donner une espèce de vernis démocratique à l'Europe qui n'existe absolument pas. Qui n'existe absolument pas. Parce que pas mettre de l'ordre du jour, ils n'ont rien. Je vous rappelle que la Cour constitutionnelle allemande a dit que sur la base du scrutin pour l'élection du Parlement européen, on ne pourrait pas parler d'une véritable démocratie parce que la répartition des sièges ne suit pas le poids du vote. Hein, donc les Luxembourgeois, pour donner l'exemple d'un peuple relativement limité, et les Français n'ont pas le même vote. Il n'y a pas one man, one vote. Alors, s'y ajoute le discours complètement récidiviste de la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, mais également de M. Michel, qui, je pense, est le président du Conseil européen, qui a beaucoup de mal à paraître sérieux, de vouloir encore plus avoir plus d'argent, donc de nouvelles dettes. Et M. Gentiloni, qui est le représentant d'un pays qui a beaucoup de problèmes à gérer ses dettes, l'Italie, demande clairement plus d'argent. Alors, ceci intervient à un moment où la Commission n'a pas encore organisé la dépense de 200 milliards du dernier emprunt de 800 milliards dite ou inventée, pour ainsi dire, pour combattre les effets de la pandémie. Alors, je vous arrête une seconde, parce que sur ces 800 milliards, si mes souvenirs sont exacts, ils ont été levés avec responsabilité commune. C'était formellement interdit par les traités aussi, non ? Oui, ça c'est un cas unique. C'est un exemple assez frappant de l'absence de gêne du côté de la Commission et de certains pays membres qui voulaient tout simplement utiliser la crise. Hein. Il ne faut pas jamais laisser passer une crise pour se doter de pouvoir en disant, mais pour cette pandémie, comme elle est imprévisible, comme elle était imprévue, les États sont dans la nasse, il faut les aider. Bon, écoutez, il y avait l'article 122 qui aurait permis à la Commission d'un budget de 160 milliards, 170 milliards, de donner 500 millions à l'Italie pour améliorer ses soins au sein des hôpitaux, d'avoir plus de soins intensifs, mais d'en tirer la conclusion, il faut, pour améliorer la résilience de nos économies, lever 800 milliards, c'est une folie. Parce que le système... Mais l'Allemagne est jointe et responsable maintenant de ces 800 milliards. Tout à fait. Complètement. Ce qui est anticonstitutionnel. Le placement de cet argent, la levée de ces fonds n'aurait jamais eu lieu sans la signature de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, c'est-à-dire des débiteurs qui ont une certaine réputation sur les marchés. Le Luxembourg, Chypre, Grèce n'auraient pas... Mais pour quand ces pays-là ont bien volontiers consenti à la levée de fonds communs, avec une responsabilité commune, parce qu'ils savent très bien que si jamais ça pète, c'est pas eux qui vont payer. Alors, ce sont les autres. Mais c'était anticonstitutionnel. D'après la constitution allemande, c'était interdit. Alors, il y a même une procédure qui a été engagée. Plusieurs procédures ont été engagées. Une a été engagée également par mes soins. Et à notre très grande tristesse et notre très grande stupéfaction, la Cour constitutionnelle allemande a dit il s'agit, dans une crise unique, d'un instrument unique, et il s'agit d'un risque annuel pour l'Allemagne de 10 milliards, et ce risque-là est totalement supportable. Alors que le risque total est 800 milliards, et si jamais il y a un certain nombre de débiteurs qui sont défaillants, écoutez, il y a tout de suite un petit trou de 50 ou 100 milliards. Et ceci pendant une période de 30 ans. Savez-vous ce qui va être le cas, quelle est la situation de l'Europe, quelle est la réputation en tant que débiteur sur les marchés de la Grèce, de Chypre, de l'Italie? C'est-à-dire la Commission a engagé, la France fait partie du club des pays extrêmement endettés, c'est un des acquis de la présidence Macron, il peut maintenant compter la France parmi les pays les plus endettés de l'Europe. Et avec un déficit structurel
très soutenu, à la différence de l'Italie. Absolument. Voilà. Au moins, l'Italie a ce qu'on appelle un excédent primaire. Alors, donc ça, c'est un cas extrême. Mais vous voyez, je suis content, en tant que Français, de savoir que l'Allemagne paiera. Ça rappelle des vieux souvenirs. Vous savez, là, à Bruxelles, dans ce que j'appelle le complot bruxellois, il y a des gens qui savent très bien que d'ici 30 ans, ils ne sont plus au pouvoir. Oui. Mais ils auront touché en attendant. Et je ne dis pas ça, ils ont installé un système qui est suicidaire. Oui. Parce que les peuples européens ne veulent pas être solidaires de leur dette nationale. Et à un moment, par exemple, où on n'a pas encore dépensé les 800 milliards, la Commission, ou les représentants de la Commission disent « Mais écoutez, il faut un autre fonds pour les énergies ». Juste à titre, je dirais, de professeur de finances publiques, permettez-moi de souligner que parce qu'il faut 200 milliards non utilisés du fonds anti-pandémie ont été rebaptisés de son propre gré par la Commission pour faire un fonds énergétique ou un fonds soutien au pays pour les coûts d'énergie. C'est-à-dire, c'est tout le contraire d'un système également parlementaire, c'est tout le contraire d'un système de pouvoir limité, c'est l'usurpation de pouvoir, c'est un pouvoir de plus en plus discrétionnaire. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent doivent savoir que la Commission, un gardien des traités, gardien des traités, savourez ça, n'est pas élu démocratiquement. On va essayer d'y ajouter également un petit vernis lors des prochaines élections qui auront lieu en 2024. Madame von der Leyen, qui sera à coup sûr candidate à nouveau, vont essayer de se présenter comme Spitzenkandidat, comme on dit, en candidat en tête d'une liste, pour avoir ce vernis démocratique, parce que compte tenu du cumul de pouvoir de la Commission de Bruxelles, une légitimation, une justification démocratique par tel ou tel vernis sera de plus en plus nécessaire. Alors, c'est très intéressant tout ça. En tant que professeur de droit et de finances publiques, expliquez-nous rapidement pourquoi la Commission est à la fois exécutif, législatif, réglementaire, etc. Il y a aucune séparation des pouvoirs, là. Attendez, là vous touchez un point extrêmement sensible, et je me permets, pour être juste et équitable dans le jugement, qui sera sévère par ailleurs, que au début de l'Union économique européenne, la Commission était un petit comité d'experts, de hauts fonctionnaires, d'ailleurs qui ont suscité la méfiance du général de Gaulle, qui tenait beaucoup à la légitimité démocratique, à l'autodétermination des peuples. La politique de la chaise vide, je me souviens. Et c'était quand même un petit groupe d'experts qui devait assurer l'application et la mise en œuvre des traités européens. Au début, c'était quoi? C'était le combat contre le recours systématique des pays membres à la souveraineté nationale pour légitimer, pour justifier des entraves à la concurrence, oui, des douanes, des règles nationales, c'est-à-dire pour combattre le marché commun. Oui. Alors, pour mettre en marche le marché commun avec un effet direct, au début, cette constellation avec la Commission en tant que législateur, en tant qu'initiateur de la législation, oui, c'est ça. Parce que le législateur, c'était le Conseil, et avec la Cour de justice européenne qui a autorisé, qui a mis ça en œuvre, qui a légalisé, qui a mis en route un système. Très bien, c'est une bénédiction pendant, je dirais, 20 ans. Jusqu'à Delors. Voilà. Avec Delors, le dérapage commence. Le dérapage commence vraiment avec Delors. Voilà, parce que Delors veut, au fond, une autre Europe. Il veut un gouvernement qui s'appelle Commission. Ils veulent un État européen. Il veut un Parlement européen qui est une espèce de Sénat. Il veut également la capacité de parler au nom des peuples européens en tant que président de la Commission. Alors, cette ambition est normale, parce que si on est doté de tels pouvoirs, ces pouvoirs invitent celles et ceux qui les exercent à aller au-delà de ça.
avec Mme von der Leyen, on a maintenant une personnalité narcissique, imbue d'elle-même, très contestée au sein de son propre parti, la démocratie chrétienne. D'ailleurs, pourquoi l'ont-ils collée? Parce qu'elle avait complètement échoué en tant que ministre des Affaires. Notamment en tant que ministre de la Défense. Elle n'a pas signé, elle a signé beaucoup de projets, elle a déclaré le début de grands projets, elle n'a jamais fini un. Il y avait des scandales. Beaucoup avec McKinsey, par hasard. Oui. Le phénomène McKinsey était un phénomène qui a attiré l'attention d'une commission d'investigation du Parlement allemand. Madame von der Leyen, très professionnelle en la matière, a su intéresser le président Macron à sa candidature. Elle a fait beaucoup de concessions dans des projets de coopération franco-allemande en faveur de la France. Et ceci a conduit le président Macron à penser, écoutez, j'aurai ainsi une belle collaboratrice, une bonne et fiable collaboratrice à Bruxelles. Alors donc, tout ceci est très regrettable. Premièrement parce que M. Macron s'est complètement trompé. Et je pense qu'il est en train de se rendre compte de ça. Les voyages de Mme von der Leyen à Kiev pour faire de belles photos, pour se plonger dans cette ivresse médiatique, à un moment où la guerre sévit notre continent, ça montre quand même un manque de sérieux. Hein? Un pays comme l'Ukraine qui a été qualifié encore 10 ans comme totalement corrompu, loin d'un état de droit, tout d'un coup devient porteur d'espoir, candidat si prochain. C'est voilà. La Grande-Bretagne en 1940. Je ne dis pas cela, mais je dis simplement que les mœurs en Ukraine ne sont pas compatibles avec ce qu'on appelle au niveau de la Commission les valeurs de l'Union européenne. Ou l'état de droit. Ou l'état de droit. Voilà. Donc je pense que là, nous sommes témoins d'une dérive surréaliste de la Commission, avec un certain nombre de commissaires qui confondent complètement leurs fonctions administratives avec une fonction politique. Pour lesquelles ils n'ont aucun mandat. Aucun mandat. Donc on a en face de nous la croissance d'une espèce de puissance administrative, étatique, légale, judiciaire, parce qu'il y a la Cour de justice, etc., qui n'a aucun fondement démocratique. Alors où est-ce que ça nous amène? Écoutez, je pense qu'un certain nombre de pays, de peuples, sont de plus en plus conscients de ces dérapages. Pour l'instant, ce ne sont pas des peuples ou des gouvernements qui sont connus de leur esprit européen. Le gouvernement hongrois est mêlé dans des affaires particulièrement délicates. Pour se protéger contre des enquêtes, ils disent, écoutez, nous avons une légitimité démocratique que la Commission n'a pas. Même chose pour le gouvernement polonais. Mais attendez une seconde, le gouvernement hongrois a des affaires peut-être pas très nettes, mais la Commission encore plus, non? Écoutez, vous le dites, vous le dites, restons dans un premier temps. L'histoire des vaccins est bizarre quand même. Pour l'instant, l'opposition qui se manifeste dans les pays membres est une opposition portée par des pays qui veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les énormes subsides du côté de la Commission, la Pologne, et puis aucune intervention dans le contrôle de la gestion de ces fonds. Alors, mon ancien camarade de l'École nationale d'administration, Jacques Lauvergne, sous le pseudonyme Didier Maudy, a écrit avant sa mort, comme un testament politique, un livre qui décrit les mœurs à Bruxelles et qui décrit en plus l'absence totale de contrôle sur l'allocation des fonds versés par des fonds régionaux, de fonds structurels, de fonds de cohésion. Parce que la Commission est une grande créativité pour arroser les pays et pour contrôler si ces pays sont d'accord pour se mettre ou pas. Hein, parce que c'est important pour moi en tant que Français. Oui. Quand est-ce que les Allemands vont s'énerver? C'est en effet la question importante et très pertinente.
Parce que le jour où les Allemands disent niet, c'est fini, non? C'est vrai, les Allemands, la France, le gouvernement français le regrette beaucoup, a de fait un droit de veto économique sur les grands projets. Si l'Allemagne dit non pour le sauvetage de l'euro, pour la politique exceptionnelle ou extravagante de Madame Lagarde, c'est terminé. Pour le financement de l'Union européenne en général. Alors, les Allemands, je vous le rappelle, dans les années 60, lorsque l'Union économique européenne a commencé à voler, ont été très contents de redevenir un membre du club. Le premier président de la Commission était un Allemand. C'était extraordinaire. De Gaulle a eu tellement de succès lors de son voyage en Allemagne parce qu'il a requalifié les Allemands, malgré quelques erreurs, comme un grand peuple. Voilà, je m'en souviens encore. Je me souviens, le grand peuple. Et il avait aussi dit du bien de l'armée allemande. Oui, dans le collège, interallié qui forme les officiers de l'état-major. Alors, un peuple qui a commis de telles erreurs, et je dirais qui a laissé son gouvernement commettre de tels crimes, découverts dans l'après-guerre, était content d'être, je dirais, abordable. Oui. Alors, depuis, l'Allemagne s'est contentée à jouer un profil très bas. Parce que le marché commun lui a apporté la possibilité d'exporter. C'était ça la raison d'être. D'exporter et de retrouver un petit peu de... Comme vous l'avez fort bien dit, vous étiez à nouveau invité dans les dîners en ville. Oui, c'est-à-dire les diplomates et tout se sentaient un peu mieux. Quoi. Voilà, donc on a voulu montrer qu'enfin l'Allemagne est un pays décent, il y avait des aberrations, des erreurs gigantesques, mais c'est un peuple avec lequel on peut coopérer et qui a complètement abdiqué ou abandonné ses tentations impériales. Oui, mais c'est là où était peut-être une erreur importante de l'Allemagne. Elle a abdiqué ses tentations impériales, mais elle a abdiqué aussi ses souverainetés. Et on peut être souverain sans être impérial. Attendez, la souveraineté allemande a été reconstituée en 1990. Oui. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment de la réunification, l'Allemagne était un pays avec une souveraineté formellement limitée. Oui, oui. Ce n'est qu'en 1952 que l'Allemagne redevient État, avec une souveraineté limitée. Et puis en 1990, les Alliés se retirent définitivement du sol allemand, sauf les armées américaines, avec 39 bases militaires sont restées en Allemagne. Donc on peut s'interroger sur la véritable souveraineté, la réalité de la souveraineté. Je suis sûr que dans l'histoire allemande, un De Gaulle aurait fait le nécessaire pour rétablir la souveraineté. C'est peut-être ce que De Gaulle voulait faire avec Adenauer lors du traité de Paris. Ça, c'est sûr. Il a été vite débarqué avec Erhard qui est arrivé. Quoi. Mais les choses ont été un tout petit peu plus nuancées, je le sais, parce que son conseiller diplomatique, Pierre Maillard, né en 1916, mort en 2018, donc un homme très âgé, m'a raconté le détail, parce qu'il a préparé les... Est-ce que vous pouvez nous en dire l'essentiel, parce que c'est passionnant? Oui. Parce que moi, ce moment, c'est un moment où l'Europe aurait pu basculer. Oui, alors, De Gaulle, à ce moment-là, avait bien senti que les relations entre l'Allemagne et les États-Unis étaient en légère baisse. Il y avait des petites tensions, et les Américains n'étaient pas contents avec le comportement de l'Allemagne. Adenauer, déjà très âgé, n'était pas tout à fait à l'aise avec John F. Kennedy, pas avec lui. Et à ce moment-là, De Gaulle sent cette malaise et dit que je vais faire un voyage en Allemagne. Je vais préparer tout ça. Je vais essayer de créer une espèce de carolingie, parce que on ne peut pas construire une plus grande autonomie, une plus grande indépendance européenne. Son Europe, c'était de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, sans avoir la puissance industrielle de l'Allemagne. Donc, au début, c'était, disons-le très clairement... Et 39 bases américaines. C'était, à mon avis, peut-être à l'époque encore plus. Et c'était pour se mettre cette puissance économique dans la poche. Et très certainement, De Gaulle... traumatisé quand même par plusieurs guerres franco-allemandes, plusieurs années de
en tant que prisonnier de guerre, parce que en 17, oui, non, même avant. Donc la Première Guerre mondiale pour lui n'a pas duré très longtemps. A voulu faire un geste, donc il l'a fait d'une façon majestueuse. Il a donné un cours de communication et rhétorique brillant, parce que les Allemands, je m'en souviens encore, j'étais assis sur les genoux de mon grand-père, qui était un homme de la même génération de Gaulle, et qui parlait avec une vénération extraordinaire, parce que il a été à Verdun. C'est là où il a été blessé. Il était chef d'assaut, donc il était terriblement blessé. Et puis de voir un homme de sa génération, en plus avec la silhouette qu'avait de Gaulle, avec des gestes importants, parlant en plus en allemand, allemand que Pierre Maillard avait enseigné au général. C'était un coup de bluff extraordinaire, disons-le comme ça. Ça a donné lieu au traité de l'Élysée, mais ces espoirs de Gaulle étaient un tout petit peu dessus, parce que Adenauer ne voulait pas couper les ponts avec les Américains. Jamais un Allemand ne l'a fait. Voilà, parce que la parapluie nucléaire était trop importante. Et disons-le très clairement, le pont à Berlin, dans les années 48, pendant une année, n'aurait pas été possible sans les Américains. Bien sûr que non. Voilà, parce que la France n'aurait pas eu ses ressources, et l'Angleterre non plus. Donc, de fait, les Allemands ont apprécié que, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, et notamment Harry Truman, un homme du Midwest, très pragmatique, il dit, écoutez, ce peuple a fait des erreurs gigantesques, mais c'est quand même un allié puissant, on va les remettre sur la bonne route. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Donc, et ensuite, donc, Adenauer, on s'est passé tout près à un moment où il y aurait pu avoir cette alliance carolingienne, allez. Et puis, je crois qu'Adenauer est parti assez vite et qu'Erhard est arrivé et qu'il était beaucoup... Alors lui, il n'y avait pas question de ne pas être d'accord avec les États-Unis. Non seulement il était plus américanophile, mais il était, et c'était pas un homme aussi politique que Adenauer. Konrad Adenauer était le père de la libre Allemagne après la guerre. Oui, mais Erhard était l'inventeur des réformes économiques. C'est lui qui a combattu les tentations socialistes, son propre parti, qui a voulu libérer les prix. Et qui a dit, écoutez, mettons en marche une réforme monétaire, et puis les magasins vont se remplir automatiquement. Automatiquement. Mais Erhard, c'était lui. C'était lui. Le miracle économique allemand, c'est Ludwig Erhard. Il faut le rappeler. Tout à fait. Et il l'a fort bien fait. Et là, c'est un moment où l'Europe aurait pu, à la limite, aller vers autre chose. Et bon, elle est allée vers une Europe, mettons, sociale, politique, etc., mais qui n'a jamais été militaire. Non, il n'a jamais été militaire, mais il n'y a jamais eu de défense européenne. Il y avait eu la CED, les De Gaulle était contre. Oui, Erhard, je peux peut-être aller à son secours, parce qu'il était très libéral. Oui, complètement. Très libéral. Et il s'est toujours battu pour une banque centrale complètement indépendante. Bien sûr. Alors que Adenauer, avant les élections, voulait influer sur la politique monétaire. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme les gens au pouvoir veulent influencer. Baisser les taux d'intérêt. Oui, un tout petit peu. Alors, donc, Ludwig Erhard a de très grands mérites. C'était pas un homme d'intrigue, un homme de lutte interne, c'était un monsieur qui aimait bien vivre. Il aimait beaucoup ses cigares. Voilà, j'ai une grosse sympathie pour lui parce qu'il fumait le cigare. Donc il incarnait le miracle économique allemand et il voulait tout simplement rassembler les Allemands autour d'un projet, prospérité pour tout le monde. Voilà. Et après 6 ans de guerre, de pénurie, et après la fin de l'après-guerre, de 45 jusqu'à 48, qui était, selon les... Et l'avant-guerre n'avait pas été drôle en Allemagne non plus. Non. C'est-à-dire, ce peuple voulait tout simplement vivre en paix. C'est ainsi que Ludwig Erhard a réduit peut-être les Allemands à ce que Kissinger un jour appelait un PIB en quête d'une raison d'être politique. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est au fond ça le drame de l'Europe, c'est que l'Allemagne avait un tel bagage historique et politique
qu'elle a peut-être refusé de prendre les responsabilités, et peut-être encore aujourd'hui refuse-t-elle de prendre ses responsabilités. Oui, ça c'est le grand problème. Je vous confirme dans un premier temps que cet héritage historique est énorme, mais on oublie dans tout cela quand même le phénomène de, je dirais, d'omission, ou même de, je dirais pas collaboration, mais de coopération avec le régime nazi à des moments assez pénibles. Alors, je vais pas parler de ce qui se passait en France à partir de cette victoire de la campagne de France, qui s'est avérée la plus grande défaite psychologique des Allemands, hein, parce que jamais une victoire militaire a tellement tremblé ou jeté un peuple dans l'ivresse que la campagne contre la France en 40 et l'émilien allemand. Mais je me permets de vous rappeler que la Pologne, en 1934, a conclu un traité d'amitié avec l'Allemagne nazie, à un moment où les pogroms antisémites étaient palpables, étaient visibles. La même Pologne, que j'aime beaucoup aujourd'hui en tant que pays et en tant que peuple, a ensemble avec la Wehrmacht envahi les restes de la Tchécoslovaquie en 1938 pour annexer la province de Teschen. Alors, personne n'en parle. Ne parlons pas des Hongrois. Des Autrichiens. Les Autrichiens, après la guerre, ils sont bien sortis, les Autrichiens. Ils sont tous été victimes. Donc on s'est mis d'accord en Europe, après la guerre. Tout le monde était une victime, sauf les Allemands. Alors, revenons sur votre question, sur votre préoccupation. Oui. Si on raisonne en termes kissingeriens, il y a un grand problème en Europe, c'est celui de la stabilité. Un continent, une Union européenne avec un grand nombre de pays, en plus après le départ de l'Angleterre, avec des pays très très différents, hétérogènes, très petits, qui ne pèsent pas vraiment. Hein, mais qui peuvent créer beaucoup d'ennuis. Oui. Chypre. Le Luxembourg, c'est d'abord une place bancaire. Des pays sous-estimés, comme la Belgique, très sous-estimé. Mais qui a ses problèmes. Mais un pays sous-estimé qui était d'une conscience européenne tout à fait remarquable. Dans cela, il faudrait quand même un actionnaire de référence. Et donc, je ne sais pas, par cette formule que je demande le rôle d'actionnaire de référence à l'Allemagne, mais on ne peut plus faire n'importe quoi, tout simplement pour se mettre d'accord lors des conseils européens en ministres. Autrement, on se livre au blackmailing, au chantage de la Grèce, de Malte, de Chypre. Voilà, et ça va encore s'accentuer si jamais les pays du Balkan vont adhérer à l'Union européenne. Vous imaginez des pays comme l'Albanie, le Kosovo vont adhérer à l'Union européenne. Ça va être ingérable. Non, mais je sais bien. Et c'est vers ça qu'on va tout à fait. Et le danger, c'est que ce que vous décrivez, c'est que l'Europe au départ, c'était une espèce d'accord pour avoir un système de loi ou de règlement qui s'appliquait à tout le monde. Donc c'était de créer le fameux État de droit. Mais avec ce que vous décrivez, ça devient plus un état de droit, ça devient un marché aux bestiaux, quoi. C'est n'importe qui fait n'importe quoi. Vous êtes responsable de choisir vos paroles. J'ai pas peur. Moi, je souhaiterais plutôt décrire d'une façon très précise ce qui se passe. Alors, un grand nombre d'initiatives législatives de la Commission sont prises en recourant à des autorisations générales comme l'article 26, accomplissement du marché intérieur, ou l'harmonisation juridique en Europe, l'article 114, l'union bancaire par exemple, hein, une aberration. La Banque centrale européenne qui, d'un côté, fait la politique monétaire, qui décide quelles sont les valeurs mobilières éligibles pour des opérations repo, en même temps peut contrôler le portefeuille bilanciel des banques. Ça ne va pas du tout ensemble. Non, et ceci ne va pas non seulement ensemble sur un plan institutionnel, mais il n'y a pas d'autorisation dans les traités. Alors donc on a pris une compétence annexe de l'article 127, puis on a eu recours à ces
ces autorisations générales. Et puis on a fait un traité international pour créer un mécanisme ou un fonds qui recueille les fonds pour sauveter les banques. Alors, donc, le système européen n'est plus du tout limité par le droit. Et ça, c'est un constat néfaste. Il n'y a plus de... Néfaste. L'Union européenne était conçue comme une communauté du droit. Et, si je ne me trompe pas, le droit et toute norme limite les pouvoirs. C'est-à-dire que le vieil habitude allemande qui s'appelle, je crois, l'ordolibéralisme, il vole en éclat, là. Là, il va totalement en éclat. Et la question est, est-ce que vous pouvez nous expliquer en une phrase pour les gens qui nous écoutent ce que c'est que l'ordolibéralisme? Parce que c'était le cœur de la théorie juridique allemande. Non, pas de la théorie juridique allemande, mais c'est un tout petit peu le courant qui a porté au pouvoir Ludwig Erhard, qui naît après la guerre et qui dit... Écoutez, nous sommes pour la libre concurrence, mais nous sommes pour la libre concurrence des entreprises libres à entreprendre, à investir, à fixer leurs prix. Erhard était l'avocat de l'abolition des contrôles de prix après la guerre. Tout le monde était sceptique, mais lui était pendre. Mais le capitalisme ou l'économie de marché a besoin d'une réglementation. Réglementation, c'est un méchant mot, mais des règles. Et on ne peut pas laisser les entreprises décider eux-mêmes de leurs ententes, de l'abus de position dominante. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance que le capitalisme ou l'économie de marché peut, pendant un laps de temps, générer par elle-même des forces néfastes. Alors, nous le voyons pour les entreprises aux États-Unis qui ont obtenu des positions très importantes. L'Office fédéral des cartels en Allemagne combat un certain nombre de pratiques. Alors, ces idées ont été incorporées également dans le traité de l'Union européenne. Et c'est celles-là qui sont en train de disparaître quelque part. Je ne dirais pas disparaître formellement, mais la commission qui est titulaire de la fonction de la Direction générale de la concurrence, veut centraliser l'achat de vaccins, veut centraliser l'achat de gaz, veut plafonner le prix de l'achat de gaz. Mais écoutez, dans quel monde est-ce que nous sommes qu'une commission européenne qui n'a aucun mandat en matière de politique énergétique. Et aucune compétence. En plus, aucune compétence. C'est-à-dire, c'est à la fois le dépassement de ses pouvoirs et en plus une prétention de savoir. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que la Cour des comptes a dit qu'on aurait pu améliorer beaucoup de choses, dont l'achat de vaccins. C'est une formule extrêmement féminine. J'aime bien ça, c'est une fortune. Quand une Cour des comptes dit on aurait pu faire mieux, ça veut dire qu'ils ont vraiment fait très très mal. Oui, bah, écoutez, comment est-ce qu'une commission, un corps administratif peut d'une façon improvisée, se plonger sur le marché des vaccins qui n'ont été pas encore approuvés, dont personne connaît l'évaluation médicale, et d'en acheter pour 71 milliards. Alors, je vous pose une question en tant que, pas juriste, mais enfin, qui connaît un peu le droit. Imaginons que ces vaccins, pour des raisons X, Y ou Z, et maintenant amènent à des résultats désastreux, des gens qui meurent de ceci ou de cela. C'est la Commission qui est responsable ? Écoutez, c'est une question plus que justifiée, mais je dirais, ayant un peu de mesure dans nos jugements, toute la classe politique, partout en Europe, aux États-Unis, sauf en Suède, était bouleversée par cette pandémie, était dans un trou, ne savait pas comment la combattre. Et lorsque vous avez, je vous le rappelle, au nord d'Italie, chaque jour des cercueils en grand nombre, ça paralyse une classe politique. Aujourd'hui, la relecture des événements et la lecture de quelqu'un qui sait mieux, parce que rétroactivement, on sait toujours mieux. Et le ministre de la Santé en Allemagne dit oui, j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Mais je connais un petit peu. Je connais la Suède. Mon frère vit en Suède, je vais très souvent en Suède. Celui qui a pris les décisions en Suède, c'était le chef épidémiologiste.
c'était pas un politique. C'est-à-dire, constitutionnellement, c'est lui qui dépend de la décision et personne n'a embêté. Oui, et il n'y a pas eu tous les drames en Suède, ils n'ont eu aucun problème. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs un des effets de la crise du Covid. Pour une fois, des hommes responsables, des hommes compétents ont paru dans la télévision. Des médecins, des généralistes, des directeurs de clinique, des chercheurs. Alors, et le public a vu ce que c'est un homme ou une femme responsable, à la différence des journalistes et des hommes politiques ou des politiciens. Nous, on a vu en France. Mais je rappelle que parmi les plus grands experts, il y a une grande pluralité d'opinions. Et c'est comment oui, dans la science, il y a toujours une grande pluralité d'opinions. Tout ceci pour vous dire que lorsque vous êtes en pleine crise, il ne suffit pas de dire, écoutez, on délègue tout ça aux médecins, ils devraient savoir. Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je cherche pas à porter un jugement. On aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Ce que je dis, c'est qu'en tant qu'observateur des phénomènes humains, vous avez un truc qui marche, qui se vérifie à chaque fois. Si tout le monde choisit la même solution, ça amène toujours à des désastres. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, ils ont tous choisi la même solution. Alors, donc, il y a eu un vrai problème d'imitation, et que cette imitation nous a amené à un désastre extraordinaire. Ça, c'est et vrai. le seul qui a résisté à cette imitation, ça a été les Suédois, parce que c'était un peuple un peu à part. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une classe politique qui panique en France, ça aide pas si la classe politique allemande fait la même chose, la classe politique belge fait la même chose. Si tout le monde fait la même chose, ça accroît la fragilité du système de façon extraordinaire. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qu'on a eu, donc ils ont réagi. La commission a essayé de suspendre la concurrence des idées, donc la concurrence des achats, et de centraliser le pouvoir. Alors ça augmente le risque d'une erreur capitale. Voilà. D'ailleurs, nous ne savons pas encore quels ont été les effets secondaires de la vaccination. On commence à voir. Espérons que la lumière sera faite, et la lumière sera faite par les scientifiques, et pas du tout par des gens, des comploteurs, ou des théoriciens sur le complot. Non, il y a un complot institutionnel à Bruxelles, mais il n'y a pas forcément un complot de médecins. Non, il n'y a pas eu de complot de médecins, mais ce que je veux dire par là, c'est que Bruxelles a essayé d'empêcher la diffusion des informations pour justifier que tout le monde fasse la même chose. Oui, nous sommes tout à fait d'accord que aujourd'hui la situation institutionnelle à Bruxelles est totalement insatisfaisante. Pour le dire très poliment. La question est, est-ce qu'on peut encore la réformer? Voilà. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour la réformer avant même que les peuples ne se révoltent. Ou apparemment les peuples, vous l'avez dit pour l'Allemagne, ne se révoltent pas. Mais aujourd'hui, dans un système de relative prospérité, les peuples se révoltent peut-être un peu moins, mais ils se détournent de l'idée européenne. Et c'est ça que je reproche plus sévèrement, que cette idée chère d'une forme de rassemblement des peuples européens qui a si bien fonctionné après la guerre, l'absence même de l'option d'une guerre entre des peuples. Aujourd'hui, on ne trouverait plus de bidas pour mais on n'a pas fait d'enfants. Voilà. Non, mais ça, c'est peut-être le drame de cette clique-là à Bruxelles, qu'il dissuade les peuples européens à s'identifier encore avec l'idée d'une intégration européenne. Oui, je suis pas moi j'ai toujours pensé que l'Europe était une civilisation et que c'était pas une nation. Et donc on devait... Non, ça sera jamais une nation. Ça sera jamais une nation. Donc l'intégration, ça me semble difficile. Mais on aurait pu organiser quelque chose un peu, comme la subsidiarité de l'Église catholique avant que les protestants existent, pour permettre que les phénomènes soient... C'était l'idée de l'Europe rhénane, vous savez, c'était l'idée dans le fond, d'Adenauer, etc. Et bon, ça, on a essayé de remplacer ça par une idée de faire monter un État européen, et on voit que celui-là, chaque fois que quelqu'un a voulu dominer l'Europe, un État européen, ça s'est terminé dans le sang et dans les larmes. Ouais, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Racontez-nous comment on peut sortir du piège monstrueux dans lequel on est. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut que les peuples européens retiennent la Commission dans son initiative de conclure un contrat avec M. Zelensky qui n'est pas autorisé par les peuples. Alors l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe doit être
examiner très sérieusement. Et avant tout, il faut que l'Ukraine ne perde pas la guerre. Voilà. Ça, c'est un impératif opérationnel et tactique. Mais sur ce plan-là, il ne faut pas utiliser ce conflit, cette guerre de sécession qui a lieu, et cette agression belligérante néfaste du côté de la Russie qui est hantée par la malédiction de l'Empire, sera le prétexte pour la Commission, je dirais, de faire table rase et dire, écoutez, on nomme maintenant l'Ukraine membre. C'est un processus extrêmement dangereux, très très dangereux. Heureusement, il y a la France. Heureusement, il y a une certaine vigilance du côté du gouvernement français, parce que cet élargissement de 40 millions de l'Union européenne serait quand même difficile à gérer. Et deuxièmement, donc il faut vraiment faire un coup d'arrêt à ces tentatives de la Commission de créer la dette commune. La dette commune va être une source de scission. Évidemment. De scission, parce qu'à un moment donné, il y aura des gens qui ne payent pas, et puis il y a des peuples auxquels on va dire, écoutez, vous allez payer. Payer pour quelqu'un qui n'a pas payé, personne ne veut faire ça. Même au sein de sa propre famille, ça ne se fait pas. Donc la question est, est-ce que nous pouvons laisser la Commission décider de l'élargissement de l'Union européenne? Est-ce que nous pouvons laisser la Commission décider sur les aides militaires, sur l'équipement de soldats ukrainiens par l'Union européenne, avec les centres d'entraînement? Ou est-ce que ceci ne devrait pas être soumis à la souveraineté des nations? La politique étrangère et la politique de sécurité est un des champs de politique où l'Union européenne ne peut décider qu'avec l'unanimité. Alors, je suis malheureux que les chefs de gouvernement, apparemment, n'utilisent pas les pouvoirs qui sont à leur disposition pour le plus rapidement mettre ce monsieur Borrell sous tutelle. Sous tutelle, c'est-à-dire qu'il faut remettre la Commission. Par exemple, moi, en tant que Français, en tant que partisan de la liberté d'information, bien évidemment, dès que la guerre a commencé, Madame von der Leyen a ordonné à tous les pays européens de fermer RT Moscou. Mais je veux dire, c'est une responsabilité de chacun des pays de fermer Moscou. Qu'est-ce qui lui a donné le droit de fermer une chaîne de télévision? Alors, je vous rappelle que les quelques journalistes qui ont travaillé pour Russian TV, qui ont une certaine éthique journalistique, ont quitté cette chaîne librement. C'est leur droit. Librement, parce qu'ils ne voulaient plus servir de machine de propagande. Bien sûr. Et de désinformation. Je pense le personnage de Madame von der Leyen, qui est un personnage complètement narcissique, qui est très content. Vous la connaissez personnellement? Je ne veux pas m'étendre sur cela. Je dis simplement, son comportement en Allemagne était assez clair. Donc, elle adore servir je dirais, de personne qui fait de grandes déclarations. Lorsqu'il était fraîchement installé en tant que ministre de la Défense, au lieu de faire l'inventaire, il est allé en Afghanistan pour visiter les troupes. Pourquoi? Ça donne des photos. Madame von der Leyen, c'est Evita Peron de l'Union européenne. Ah oui, ça c'est bien formule. Voilà. Donc elle veut faire ça. Elle est une suffisance extraordinaire. Donc elle veut créer rien, sauf diffuser son image. Alors, voilà. Donc c'est une très triviale, très triviale. Donc il faut arrêter la dérive de la Commission. Donc arrêter cette espèce de montée de gens qui prennent le pouvoir sans en avoir le droit. Et ensuite, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce qui se passe dans les banques centrales, parce qu'avec la hausse des taux qu'il y a eu récemment, il doit y avoir quelques grosses pertes dans les banques centrales. Oui, là vous avez la gentillesse d'attirer mon attention sur un problème qui me donne beaucoup de soucis. Ah bon? Parce que c'est un problème où on ne peut plus discuter du pour ou du contre, mais où on peut chiffrer, où on peut quantifier l'insuccès, la perte. Alors, je vous rappelle que le système européen, l'Eurosystème a accumulé par des achats de valeurs mobilières à peu près une somme de 5 000 milliards. Oui. Et ceci pendant une période de taux d'intérêt très bas, très particulièrement pour les pays de bonne réputation,
Pays-Bas, l'Allemagne, avec des taux était même négatifs. Alors, ces banques centrales, la banque centrale allemande, la Bundesbank, à peu près 1000 milliards dans ses comptes, dans son bilan, ils subissent forcément des pertes extraordinaires, astronomiques, au moment où les hausses de taux s'annoncent. Alors nous avons le tournant de cette situation depuis juillet 2022. Donc pour le bilan 2022, la Bundesbank et les autres banques centrales vont encore montrer quelque chose de présentable. Les pertes vont être, je dirais, importantes, mais endiguées par des provisions probablement suffisantes, je ne sais pas. Mais si vous regardez le système en tant que tel, où on aura sur les 5 000 milliards peut-être 400 milliards de pertes, 500 milliards de pertes, Madame Lagarde va devoir expliquer au public et aux journalistes très dociles lors des conférences de presse comment sa politique d'achat d'emprunts obligataires, qui a artificiellement baissé les taux et qui a permis à des pays à problème à s'endetter à des taux qui ne sont pas des taux de marché, que cette politique-là mène tout l'eurosystème dans une position éventuellement de capital négatif. Alors, on ne peut pas ignorer la littérature économique qui, sur ce plan-là, est très claire. Une banque centrale, prenant la banque centrale de la Tchéquie, fonctionne encore très bien avec un capital négatif. Mais au point de vue communication, expliquer aux Allemands que grâce à la politique menée par Mme Lagarde, contestée par M. Weidmann, l'ancien président de la Bundesbank, la Bundesbank va subir des pertes de quelques centaines de milliards. Ça va ébranler la confiance entre le peuple et les institutions monétaires. Et ça va, et sa monnaie. Et ça va très certainement jeter un ombre sur la totalité de l'eurosystème. Donc, dans une telle situation, la présidente de la Banque centrale européenne devrait assumer sa responsabilité et laisser la place à un véritable gouverneur, à une véritable personne qui sait gérer une banque centrale. Monsieur Draghi était une telle personne, sa politique était à mon avis diabolique et destructive, mais c'était un homme qui pouvait répondre à toute question d'un journaliste ex-templo sans se référer à des papiers ou sans regarder un écran. Madame Lagarde est une communicante, une généraliste, qui est totalement débordée par la situation. Sa démission devient, à mon avis, pas une option, c'est une nécessité impérieuse. Ah oui, une nécessité impérieuse. Parce que ce que vous avez dit, c'est qu'ils vont prendre des pertes. Mais ils ne sont pas les seuls à prendre des pertes, parce que cette impression d'argent, tout cet argent qui a été, toutes ces obligations, ces 5 000 milliards, ça a déclenché une vague inflationniste en Europe qui n'est pas triste. Alors, je vous rappelle que les pays les plus petits, notamment les pays baltes, montrent des taux d'inflation de 20%. Vous imaginez ? Oui, et l'Allemagne est à 10%. L'Allemagne est à 8%, plus de 8%, et on essaye de calmer le public allemand, dire, écoutez, ça diminue déjà. Les Allemands ne vont pas accepter des taux d'inflation de 8% pendant un laps de temps. Hein, si vous avez pendant 3 ans de tels taux d'inflation, vous avez perdu la moitié de votre patrimoine en 3 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, donc, parce que l'inflation qui est le résultat de ce gonflement de la masse monétaire organisé par la banque est antisocial. Très antisocial. Et c'est un impôt sur les pauvres. Les partis de gauche devraient se révolter. Ils devraient se révolter contre la Banque centrale européenne, contre Madame Lagarde. Le contre-réveil demande des compensations, c'est-à-dire plus de prestations sociales. En Allemagne comme en France. Ou des augmentations de salaire. Ou des augmentations de salaire. C'est-à-dire, l'ennemi, il faut le cerner. Il est à la tête de la Banque centrale européenne qui exproprie les pauvres. Ou qui rend leur situation encore plus... Alors, tout ceci était prévisible. Complètement. Et était prévu, d'ailleurs. Un petit groupe d'économistes, comme vous dites, eurolibéraux, auxquels j'appartiens, avait, dès le lancement du programme du Asset Purchase Program de 2015, dit, écoutez, il n'y a pas de déflation vraiment périlleuse. Comment peut-on continuer à gonfler la masse monétaire ? Parce que le gonflement de la masse monétaire, à la rencontre d'une demande forte après
après la pandémie, génère tout de suite une inflation difficile à tolérer. Et au moment, en 2021, lorsque les taux d'inflation étaient déjà palpables, étaient quantifiables, Madame Lagarde, dans une ignorance totale et dangereuse, a dit, écoutez, ça va se calmer automatiquement. Ça sera temporaire. Et aujourd'hui, elle a recours au discours, nous sommes tous trompés. Non, il y a des gens qui avaient dit la vérité, et la Banque centrale, et Madame Lagarde en particulier, son directeur de communication, particulièrement si souvent, a dit, écoutez, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui a été créée par la Banque centrale européenne, qui met tout l'eurosystème en danger et en jeu, parce qu'à un moment donné, lorsque les taux montent, l'Italie va demander, mais écoutez, intervenez, on ne peut plus. Alors, le directeur de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale italienne, la Banca d'Italia, M. Visco, dit nous avons déjà créé un instrument pour cela, the Transmission Protection Instrument, qui n'a pas encore été annoncé par la Banque centrale européenne, mais qui est déjà là en disant si les écarts entre la dette italienne, on ne parle pas de la dette italienne, mais c'est toujours la dette italienne qui est la plus importante. La dette française va arriver rapidement. Oui, lorsqu'il y a des écarts entre cette dette-là, des taux d'intérêt pour cette dette-là, pour le refinancement et par exemple le taux pour le Bund, pour les obligations d'État de l'Allemagne est trop grand, mais cela ne se justifie pas des considérations fondamentaux, et bien dans ce cas-là... c'est eux qui vont décider si ça se justifie. Oui, c'est eux qui vont... C'est-à-dire, le marché a toujours raison. Hein, le marché a toujours raison. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça fait des années qu'ils manipulent les prix, que ça va de plus en plus mal et que leur solution, c'est de continuer à manipuler les prix. Alors, c'est une situation tout à fait inacceptable. Et aujourd'hui, la Banque centrale européenne est devant les problèmes qu'elle a créés elle-même. Voilà, c'est toujours pareil. Et donc, à quel moment va-t-on voir ressurgir la Bundesbank ? Écoutez, attendons dans un premier temps le 1er mars, parce que le 1er mars sera l'heure de la vérité. La Bundesbank va devoir présenter ses bilans pour 2022. C'est-à-dire, elle va devoir expliquer pourquoi les pertes sont tant et comment elle va les traiter. Est-ce qu'elle va continuer à comptabiliser les obligations au prix d'achat historique jusqu'à la maturité, c'est-à-dire pendant encore un laps de temps, ou, comme elle a dit dans ses rapports précédents, est-ce qu'elle va, prendre en cas de perte pérenne, en cas de perte durable, en tenir compte. La Banque centrale européenne a déjà créé sa propre comptabilité qui lui permet de continuer jusqu'à maturité, till redemption, de comptabiliser la totalité de ses valeurs mobilières au prix d'achat historique. Donc la Banque européenne des circulés, il n'y a rien à voir, quoi. La Banque centrale européenne pratique des règles de comptabilité qui seraient incompatibles avec toute entreprise sérieuse. Écoutez, mais donc nous sommes partis on a fait un petit retour historique sur les années de Gaulle, etc. Et on voit que cette tentative qui avait été lancée par Delors de créer un État européen, quand même amène à un affaiblissement de l'Europe extraordinaire. Et il faudra un jour qu'on retourne à l'idée de l'Europe coopération et non pas de l'Europe souveraine, une Europe de la subsidiarité et non pas une Europe où tout est décidé par le sommet. Donc, mais si on n'y arrive pas vite, on risque de se retrouver avec une rupture de cette Europe que vous et moi on aimait. Alors, vous cernez là un problème très très grave qui va devenir encore plus grave si en 2023, pour préparer les élections européennes en 2024, il n'y aura pas une protestation citoyenne de tous les côtés qui se nourrit en France de la pensée gaulliste, de la pensée libérale, de toutes les
de tout l'esprit contestataire vis-à-vis d'un régime qui n'est ni démocratique et pas non plus compatible avec l'autodétermination des peuples. Donc nous sommes dans une agonie européenne créée notamment par un projet comme l'Union monétaire qui ne peut pas aboutir, qui est la source de scission, et par une Commission européenne qui veut aller au-delà de ses limites juridiques en créant sans mandat un État fédéral. Donc face à ça, les citoyens européens de tous bords doivent s'unir pour annoncer leur contre-projet qui sera une confédération consentie par tous les peuples, réunis éventuellement dans un Sénat européen, à la place d'une fédération avec un gouvernement fédéral dont sera peut-être après 2 périodes en tant que président de la République, M. Macron, le président. Ce sera une vision cauchemardesque pour moi. Cauchemardesque. Mon cher, écoutez, essayons les choses étant ce qu'elles sont, il faut aller nourrir les troupes, c'est-à-dire aller déjeuner, vous et moi, et donc on va essayer d'aller déjeuner tous ensemble, et puis on va prendre un petit coup de vin rouge pour se remonter, parce que l'analyse que vous faites est pas très gaie. Enfin, je peux pas dire qu'elle soit fausse. Je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent que tant que la convivialité entre un célèbre français et un modeste allemand à ce niveau-là, à cette qualité-là, il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste. L'espérance est une vertu théologique. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Le pire n'est jamais sûr. Merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, commentaires, pouces bleus, tout ce que vous voulez. Mais là, j'ai eu l'honneur de recevoir donc Marcus Kerber, qui depuis des années se bat pour essayer de ramener la santé intellectuelle à l'Europe. Mais gros travail. Merci, Charles.